La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Bonjour, ici Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac à l'Assemblée nationale du Québec. Je m'adresse à vous aujourd'hui afin de souligner le travail d'information exceptionnel de votre télé communautaire. La TV-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. La députée de Lotbinière-Frontenac, Madame Isabelle Lecourt, annonçait récemment, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, la bonification du budget du projet de modernisation de l'urgence de l'hôpital de Thetford Mines. Le projet consiste à réaménager et à agrandir l'urgence du centre hospitalier sur une superficie de 2585 mètres carrés, ce qui représente une bonification de 1465 mètres carrés par rapport au projet initial annoncé en 2018. Alors, retrouvons Madame Isabelle Lecourt que nous avons accueillie en nos studios. Alors, Madame Lecourt, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Alors, de gros dossiers, puis deux grosses nouvelles, back-to-back, comme diraient les gens qui parlent latin. Alors, d'abord, la grande nouvelle qui est arrivée, on dirait, là, on ne l'attendait pas, celle de l'agrandissement de l'urgence et particulièrement de bonification de ce projet. Alors, est-ce que vous voulez nous en glisser un petit mot? Oui, bien peut-être que vous ne l'attendiez pas, cette nouvelle-là, mais moi, ça faisait quand même plusieurs semaines, plusieurs mois que je l'attendais. Donc, la semaine dernière, on a annoncé là, l'appel de projet pour l'agrandissement de l'urgence de l'hôpital de Thetford Mines. C'est un projet qui est passé, lorsqu'il avait été annoncé la première fois, parce que ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Oui. On parlait de 6,6 millions. Oui, en 2018. Ça a fait un bond considérable. Oui, c'est ça. Ça, c'est avant notre élection qui avait été annoncée. Puis là, il y a eu des changements. Puis on a doublé cette superficie-là. OK. Donc là, le projet est rendu à 26,65 millions. C'est quand même un gros investissement, là. Mm-hmm. Donc, le gouvernement va mettre 24,4 millions. Il y a les 6 de Chaudière-Appalaches, 1,7 million, puis 400 000 de la part de la Fondation. Alors, c'est un gros projet. Quand on parle d'agrandissement et de bonification, là, ça a plus de commune mesure avec ce qui avait été annoncé au départ. Non, c'est quand même très différent. Là. Il va y avoir 2 salles de triage, une salle d'attente de 30 fauteuils. On ajoute 5 civières de plus, donc on passe à 15. Donc, il va y avoir des salles de traitement, de chirurgie mineure, de réanimation, des zones ambulatoires, puis un salon pour les familles. Donc, ça va être assez grand. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Bien, les locaux étaient vétustes, puis les équipes de soins nous disaient là, que c'était pas la façon que c'était aménagé, c'était plus approprié pour les soins d'aujourd'hui. OK. Et les échéances de tout ça, c'est beau, on fait les annonces, là, mais
très souvent, ça prend beaucoup de temps. Les échéances sont... Oui, ça prend quand même pas mal de temps. Puis, ben c'est ça, on prévoit commencer les travaux cet automne. Puis une mise en service à l'automne 2023, puis la fin des travaux à l'automne 2024. C'est rapide. C'est ce qu'on voulait, hein, parce que ce projet-là était dans le projet de loi là, pour accélérer là, les infrastructures. OK. Alors, ça sera sûrement bienvenu de la population. Puis vous parliez des équipes de soins aussi. Ces gens-là vont travailler beaucoup plus à l'aise. Oui, bien, comme on l'a dit, là, on a des difficultés avec notre système de santé, on manque de personnel, tout ça. Mais quand on a des locaux de qualité, c'est toujours plus le fun de travailler là, dans un bel environnement. Si on recule maintenant un petit peu, on avait fait une annonce aussi très importante, un projet totalisant 85 millions de dollars. Oui. C'est pas tous les jours qu'on a des projets comme ça. Alors, la station récréo-touristique Adstock. Alors, si vous voulez nous parler de votre implication. Bien, j'ai été impliquée dès le début. J'étais encore en campagne là, que le maire et les investisseurs m'avaient approché pour ce projet-là. Ça faisait déjà plusieurs années, eux, qui travaillaient à développer ça. Puis ils étaient à la recherche d'argent. Donc, ça a été là, je suis à ma 3e année de mandat. Déjà? Sur la fin même. Puis, c'est ça, j'ai été très contente qu'on l'annonce, là, parce que c'est un projet que j'ai travaillé depuis le début. J'ai travaillé fort. Il y avait des hauts et des bas, mais finalement, on a eu des bonnes nouvelles. Des prêts importants qui ont été accordés aux promoteurs, puis à la station. Coop. À la oui, coop, c'est ça. Oui. Donc, la coop de solidarité récro-touristique du Mont-Adstock va recevoir 8 millions de dollars pour le chalet, le nouveau chalet qui va être vraiment très beau. Et l'ancien chalet avait besoin de beaucoup d'amour, donc on va le mettre par terre, puis on va en construire un nouveau. Puis, le domaine Escapade obtient un prêt pardonnable de 3 millions de dollars pour construire la route là, qui mène du domaine jusqu'au chalet puis au club de golf. OK, ça, c'est une route qui va permettre, entre autres, que le site soit plus sécuritaire. Oui, parce que présentement, ça fait 2 fois que je vais le visiter, là, ce beau site-là. Puis, ben c'est ça, le domaine Escapade est construit, mais il n'y a pas de route carrossable, là, qui se rend du chalet, club de golf, jusqu'à leur développement. On parle de prêt pardonnable. Pour Monsieur Tout-le-Monde, ça veut dire quoi un prêt pardonnable? Si l'entreprise est capable de faire ses frais? De pas faire ses frais, mais de remplir ses engagements, excusez-moi. OK. Donc, le prêt, une partie du prêt là, va pouvoir être remboursée à l'entreprise. Là. OK. Il nous reste très peu de temps, puis il y a 2 gros sujets encore. Fonds de diversification, on en est où? Bien, en date du 23 août, là, une partie du fonds de diversification a été utilisée pour le Mont-Adstock. Donc, on en était sur un fonds de 50 millions, on en est rendu à 21,5 de dépensés. On a 42 projets qui ont pu bénéficier de ces argents-là. Et, ben 42 projets, donc ça fait 148 millions de dollars d'investis d'argent privé là, OK. Dans la région. Puis ça a permis de garder ou de créer 2300 emplois. Donc, ça a porté fruit. Oui, c'est ça, ça avance. Ça avance. Et je vous bouscule un peu parce qu'il nous reste très peu de temps. Où on en est avec le BAP sur l'amiante? Ben, cet automne, il va y avoir le plan d'action gouvernemental qui va être déposé.
Donc, on va faire les annonces bientôt. Puis, il va y avoir aussi un observatoire là, dans la région. Donc, pour le moment, je ne peux pas en dire plus. OK. Mais on aura des nouvelles d'abord sur les projets résidus miniers, puis ensuite sur la création de l'observatoire. Bien, ça va être tout ensemble. Là. OK. Un package deal. Oui, c'est ça. Alors, c'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. On vous remercie infiniment de ces éclaircissements. Puis on espère qu'on aura l'occasion de vous accueillir à nouveau à nos studios. Certainement. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas si longtemps, le gouvernement du Québec annonçait avoir accordé des prêts totalisant 11 millions de dollars à la coopérative de solidarité récréo-touristique du Mont-Adstock, ainsi qu'à la société Domaine Escapade pour soutenir un projet évalué à 85,2 millions de dollars visant à étendre l'offre récréo-touristique du Mont-Adstock sur 4 saisons. Plusieurs organismes ont été impliqués dans le cheminement du dossier, notamment la Société de développement économique. Nous recevons aujourd'hui M. Luc Rémillard, directeur général de la SDE, qui nous explique quelle a été l'implication de l'organisme en question. Alors, M. Rémillard, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça me fait plaisir. Alors, le fameux dossier d'Adstock, c'est un dossier qui a mis du temps à aboutir et finalement, beaucoup de temps. Alors, quel rôle a joué la Société de développement économique dans le dossier du projet de développement de la station récréo-touristique? En fait, il faut reculer un peu dans le temps. Là. On se souviendra qu'à la fin de l'hiver, au début de l'année 2016, là, janvier-février, dans cette période-là, on se souviendra qu'il y avait eu des demandes à cette époque-là qui avaient été faites là, concernant la station, entre autres, auprès de la MRC, des maires de la région. Et à ce moment-là, les maires nous avaient sollicité parce qu'on se souvient qu'il y avait eu quand même des années avant là, qu'on était toujours en mode sauvetage, on va dire comme ça, de la station, ce qu'on n'entend absolument plus parler depuis déjà quelques années, je dirais, là, mais à cette époque-là, il y avait tout un questionnement. Donc, les maires nous avaient approchés pour essayer de trouver, je dirais, un enlignement à donner, voir s'il y avait vraiment des perspectives par rapport à l'ensemble de l'œuvre, je dirais, là, autour de la montagne. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on nous avait confié le mandat là, de réaliser une étude sur le pôle récréo-touristique du Mont-Adstock, de voir comment on devrait le positionner, comment ça devrait être fait. Puis je dirais que c'est un peu la base, cette étude-là, de tout ce qui a été fait de représentation par la suite. Donc, nous, on a donné le mandat en avril 2016. Donc, pour nous, là, ça remonte à 2016, avril 2016, où on avait donné le mandat à la firme Zins-Beauchesne et Associés. Zins-Beauchesne, là, ça nous dit pas grand-chose, là, mais c'est eux qui travaillent, exemple, sur le développement du Mont-Tremblant, du massif de la Petite-Rivière Saint-François. Ils travaillent beaucoup avec le réseau de la CEPAC, les associations de motoneige, de ski, etc. Puis, ils ont très bien compris le mandat, que notre but, c'était pas de faire un tremblant avec ça, là. Et puis, c'est pas un massif de la Petite-Rivière Saint-François non plus. On voulait vraiment regarder pour positionner ça totalement différemment de ces deux grands centres-là, de quoi de plus familial, etc. Et Michel Zins a très bien compris l'idée, puis ce qu'on voulait faire avec une station qui était caractère régional, plus près du monde, familial, de quoi d'assez chaleureux. Et je dirais que c'est le rapport, dans le fond, là, nos premiers... les premiers coups de pelle qu'on a donnés là-dedans, là, ça a été vraiment le rapport de Zins-Beauchesne qui a mis la table. À ce moment-là, le promoteur, Domaine Escapade, n'était pas dans le portrait. Non, il est arrivé durant l'exercice, parce que ça a été une vaste consultation. L'étude qui a été faite, là, il y a eu pas mal de monde qui a été consulté, puis il y a eu localement. Puis durant cette période-là, sur la fin, je dirais, du rapport, là, effectivement, Doris Beaulieu, puis on avait eu déjà un rapport préliminaire, et c'est à ce moment-là que le promoteur du Domaine Escapade est arrivé. Et le rapport préliminaire qu'on a regardé avec le promoteur, ben on a eu la chance que ça a été exactement ce que lui avait en tête, de quoi de familial,
petit site, mais bien développé, 4 saisons, puis parce que c'était l'enlignement qui était donné à l'intérieur du rapport. Fait que je te dirais que les étoiles étaient alignées, là, parce que ça cadrait exactement avec la vision qu'avait à ce moment-là Doris Beaulieu, le promoteur du domaine Escapade. Ça a pris quand même un bon bout de temps avant d'aboutir. Alors, qu'est-ce qui a chopé? Pourquoi ça a pris autant de temps? Ben, en fait, plusieurs choses. C'est que des gros projets majeurs comme ceux-là, là, puis je te dirais que, comme exemple, on pourrait donner les fonds de 50 millions qu'on a été chercher du côté du fédéral ou les fonds provinciaux de 50 millions, le gaz naturel, le fonds capital expansion, nomme-les. C'est le genre de projet dans lequel c'est des projets que tu ne peux pas déposer dans des programmes. Il n'y a pas de programme pour ce genre de gros projets structurants-là. Oh, okay. Donc, ça demande une représentation qui est faite auprès des élus provinciaux ou des élus provinciaux ou fédéraux, là, dépendamment du projet. Parce que, justement, il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de programme qui existe pour ça. Donc, tu dois t'adresser au cabinet des différents ministères, des cabinets des différents ministres. Puis là, ben, c'est la parade pour faire les représentations, faire les présentations des dossiers, expliquer, répondre aux questions. Et là, entre-temps, ben, surprise, le ministre est changé. Bon, quand le ministre est changé, son cabinet change, donc il faut recommencer. Donc, tu sais, on est souvent en mesure, puis ça, c'est quand on nous dit pas, ben oui, mais là, vous êtes au ministère du Tourisme, mais pour nous autres, ça serait plus du développement économique. Donc, vous devriez voir le cabinet du ministère du Développement économique. Fait qu'on est tous dans cette roue-là. C'est ce qui fait que des dossiers structurants comme ceux-là, ben c'est pas rare là, que ça prend 4-5 ans à se régler. Là. C'est le temps de passer dans la machine, de convaincre... puis d'arriver au Conseil du Trésor pour avoir justement les sommes à investir, bien, c'est toute une période que ça prend. Là. Pour monsieur tout le monde, c'est très long. Pour un organisme ou des gens qui sont habitués de travailler dans le domaine, c'est moins long. C'est toujours très long, mais on le sait pertinemment. Les dossiers qu'on travaille aujourd'hui, qui sont à caractère structurant, on le sait que ça va prendre 4-5 ans. Entre-temps, il peut y avoir même des changements de gouvernement complets, donc des ministres, des cabinets qui changent au complet. Fait qu'on refait les présentations. Je dirais que c'est assez rare qu'on n'a pas cette période-là quand c'est pas plus long que ça. On a des dossiers là, qu'on travaille depuis 2009. On va finir, ça prend de la persévérance, mais quand on est décidé, puis on va finir par l'avoir, parce qu'à date, le taux de réussite est de 100 % Je peux pas te dire combien de temps que ça va prendre, mais ce que je peux te dire, c'est qu'on finit par l'avoir. Il faut prendre le temps. C'est ça, exactement. Ouais. 85 millions. C'est tout un projet, finalement. Oui, c'est sûr. C'est un très gros projet d'investissement privé. Il faut remonter jusqu'à où pour voir ça? Je pense que c'est peut-être le dernier de cette envergure-là. C'est un projet qui était public. C'est probablement le projet d'eau qui peut... l'usine de traitement des eaux là, que je vois. À part ça, d'un coup comme ça, là, un investissement comme celui-là, c'est assez rare. Ça n'aura pas le même genre d'impact. Ça va avoir des retombées économiques... important. Ben, en fait, il faut savoir qu'une fois à terme, là, au pied de la montagne, c'est pareil comme si on venait d'installer une municipalité. C'est un village qui, à toute fin pratique, va être à peu près le 5e ou le 6e. Si on regardait là, en termes de population, ça représente le 5e ou le 6e municipalité la plus importante dans la MRC. Fait que ça donne une idée de la quantité de gens qui vont vivre au pied de la montagne. Fait qu'effectivement, ça va avoir des retombées qui sont importantes. Avec des taux d'occupation, je dirais, là, si on prend un taux d'occupation d'à peu près 30 %, ce qui est le plus bas dans la fourchette, normalement, les taux d'occupation d'hébergement, là, ben, ça peut représenter entre 13 et 15 millions de retombées économiques annuelles. Fait que c'est quand même beaucoup de consommation. Pas négligeable, ça. Non, c'est majeur. Puis, comme je disais tantôt, même avant le domaine Escapade, le plan qui avait été fait pour le pôle récréo-touristique nous arrivait à une conclusion que c'était très viable. Même avant l'arrivée du domaine. Fait que ça donne une idée que là, les perspectives sont plus qu'intéressantes là, avec la construction qu'il va y avoir au-delà de 400 unités d'hébergement au pied de la montagne à terme. Ça va être évidemment très, très, très important. C'est de nature à aider la situation économique. Ça va aider, c'est sûr qu'au niveau touristique, ça va aider dans tous les sens du terme. Premièrement, le pôle en tant que tel qui est en train de se développer va devenir à lui-même un attrait pour les séjours de courte durée. Il peut être très intéressant de venir dans la région là, pour profiter de tout ce qu'on a au plan du plein air, parce qu'on sait que le plein air, c'est un enlignement important au niveau touristique. Là. C'est une des orientations qui est précise à ce niveau-là. Et en plus, bien, d'avoir cette manne-là en termes d'hébergement et le style d'hébergement qui est totalement différent de ce qu'on a présentement, c'est complémentaire à 100 %. Là, ça, c'est clair. M. Rémillard, merci d'avoir été des nôtres. Ça me fait plaisir. On apprécie beaucoup ces éclairages.
éclaircissements. Merci. À peine sortis des élections fédérales, les contribuables des différentes municipalités seront appelés à se prononcer lors des élections municipales dès le 7 novembre prochain. À Thetford Mines, le conseil municipal sera profondément changé, transformé, alors qu'au moins 4 postes de conseillers municipaux seront complètement changés. À la mairie, on retrouvera M. Marc-Alexandre Brousseau qui demande un renouvellement de mandat. Il devra faire face aux candidats Jean Poulain et François Mador. Au district numéro 1, Mme Josée Perrault. Au district numéro 2, M. Michel Véraud. Au district numéro 3, M. Adam Patry. Et au district numéro 4, M. Yvan Corriveau. En ce qui concerne le district numéro 5, le conseiller sortant, M. Jean-François Delisle, a fait savoir qu'il ne reviendrait pas sur les rangs. Par contre, Mme Émilie Rémillard a fait connaître son intention de briguer les suffrages. Au district numéro 6, il en est de même pour Mme Hélène Martin, qui ne reviendra pas pour des raisons professionnelles. Par contre, on connaît déjà le nom de 2 candidats, à savoir M. Luc Champagne et David Poulain. Au district numéro 7, M. Yves Bergeron s'est retiré. M. Jean-Yves Anger a déposé sa candidature. Et finalement, au district numéro 8, Mme Lise Delisle a décidé de laisser son poste. Par contre, 2 candidats ont fait connaître leurs intentions, à savoir M. Anthony Bilodeau et M. Jocelyn Pomerleau. Alors, ce sera un rendez-vous le 7 novembre pour les élections municipales dont nous aurons sûrement l'occasion de reparler. Alors, c'est déjà tout pour notre bulletin d'information de cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. À tous et à toutes, une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et là-dessus, on se laisse sur une capsule linguistique. Doit-on dire on devra pallier la rareté de main-d'œuvre ou on devra pallier à la rareté de main-d'œuvre? Le verbe pallier appelle un complément direct sans la préposition à. La bonne réponse est donc pallier la rareté de main-d'œuvre et non pallier à la rareté de main-d'œuvre. Par ailleurs, on dira remédier à la rareté de main-d'œuvre.